L'ancien membre du KGB et ministre inconnu de Boris Yeltsin au début des années 2000 est devenu l'un des dirigeants les plus craints et les plus importants de la scène géopolitique internationale. De sa naissance dans l'ancienne URSS, à la guerre en Ukraine, en passant par son ascension au pouvoir, je vous raconte comment Vladimir est devenu Poutine. Vladimir Vladimirovitch Poutine naît le 7 octobre 1952 en URSS à Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg. Il grandit dans une famille ouvrière. Alors qu'il est âgé de 17 ans, il veut rejoindre le KGB qui le fascine, mais essuie un premier échec. 5 ans plus tard, il intègre finalement les services de renseignement. Après une mission à Dresde en RDA, il rentre finalement à Saint-Pétersbourg sans avoir convaincu sa hiérarchie. Le costume semble trop grand pour lui. Sergueï Girnov est un ancien membre du KGB, formé en même temps que Vladimir Poutine. Il raconte comment il était perçu par ses dirigeants. À Moscou, il n'était pas dans l'appareil central du KGB. Ça, c'est déjà la première chose. Après, vous savez très bien qu'on peut vivre en province et être une bonne personne ou un bon officier. Ce n'était pas son cas. On lui a donné la caractéristique suivante. Cette personne, Vladimir Poutine, est émotive et sous le coup de l'émotion, il risque de prendre des décisions qui sont dangereuses pour lui et pour le service. De retour à Saint-Pétersbourg, il continue tout de même de travailler pour le KGB. Il exerce sous couverture auprès du recteur de l'université, Anatoly Sobchak, un homme qui va changer sa vie. Sobchak n'est pas un inconnu pour Poutine. Il était son professeur de droit 15 ans plus tôt à l'université. En 1991, alors que l'URSS prend officiellement fin, Sobchak est élu maire de Saint-Pétersbourg. Il propose à Poutine de travailler à ses côtés. Il en fait son adjoint puis le nomme en 1995 président de la section locale du parti présidentiel. Un an plus tard, après la défaite de Sobchak aux élections municipales, Poutine démissionne. Mais Vladimir Poutine rebondit vite. La même année, il intègre les services de l'administration présidentielle puis prend la tête du service fédéral de sécurité, FSB. En réalité, Poutine n'avait pas les compétences pour devenir ce personnage. Mais politiquement, il était confortable pour l'administration présidentielle parce qu'ils se sont dit on va nommer quelqu'un qui est complètement incompétent pour le poste, donc du coup, il va dépendre entièrement de nous parce qu'on va lui dire ce qu'il faut faire. Lorsque Poutine est devenu cette marionnette, il a rendu un service énorme au président Yeltsin. En 1999, le président Yeltsin était sous le coup de la procédure d'impeachment par le Parlement russe. Ça veut dire que le Parlement russe voulait le destituer du poste de président. Et Poutine, en tant que directeur du FSB, a organisé une provocation contre le procureur général de la Fédération de Russie. Donc, il l'a mis en quelque sorte entre deux prostituées, il a filmé la scène et lui-même a apporté cette cassette à la télévision centrale de Russie. Donc, le procureur général a été compromis et toute la procédure contre Yeltsin est tombée à l'eau. L'ancien espion jugé mauvais par sa hiérarchie tient sa revanche. Et il ne s'arrête pas là. И сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин. Jusque-là inconnu du grand public, Vladimir Poutine est projeté sur le devant de la scène politique nationale. Entre août et septembre 1999, plusieurs attentats sont perpétrés sur le sol russe. Environ 300 personnes sont tuées. Des attaques imputées par le pouvoir russe aux indépendantistes tchétchènes, même si plusieurs spécialistes et l'opposition affirment que ces attentats auraient été commis par le FSB. Qu'importent les accusations, le 23 septembre 1999, le gouvernement, emmené par Poutine, lance une offensive dans la région. C'est le début de la deuxième guerre de Tchétchénie qui fera des milliers de morts. 31 décembre 1999. Boris Yeltsin prend la parole à la télévision. Malade, le président de la Fédération de Russie nomme son successeur par intérim jusqu'aux prochaines élections. Vladimir Poutine. En mars 2000,
il se présente officiellement à l'élection présidentielle. Il gagne très rapidement en popularité. Le 26 mars 2000, il est élu au premier tour avec presque 53% des voix. Une fois au pouvoir, Poutine a deux objectifs, rétablir l'ordre et rendre sa grandeur au pays. Pour cela, il s'appuie sur deux doctrines, la verticale du pouvoir et la dictature de la loi. On voit que c'est une reprise du contrôle, un contrôle sur les oligarques, sur toute cette oligarchie qui s'était formée et qui avait prospéré sous l'ère Yeltsin. On a vu toute cette série d'exil d'oligarques ou bien d'emprisonnement plus tard pour Mikhail Khodorkovsky. Vladimir Poutine a également repris le contrôle sur les médias. Il a vu que les médias pouvaient écorner donc son image, une image qu'il avait projeté. Donc le contrôle des médias, le contrôle de l'oligarchie et également le contrôle des régions. L'élection des gouverneurs qui était à l'époque régionale, les gouverneurs étaient dès lors nommés par Moscou. Il renforce également le contrôle de l'État sur des entreprises des secteurs clés comme l'énergie, les transports et les télécommunications. Il n'hésite pas non plus à remplacer leurs dirigeants par des proches et soutiens politiques. Parallèlement, il entreprend une série de réformes juridiques, sociales et économiques qui portent leurs fruits. Portée par la hausse du baril de pétrole, la Russie se relève économiquement et enregistre même une augmentation de son PIB allant jusqu'à 7%. Sur la scène internationale, le pays retrouve aussi une place importante. Poutine, qui se présente en pacificateur, apporte son soutien aux États-Unis après le 11 septembre 2001. Vladimir Poutine, dans cette période-là, a tendu la main aux Américains, leur permettant d'utiliser les bases aériennes en Asie centrale pour les interventions en Afghanistan, notamment en 2001. C'est à cette période également que la demande d'intégration à l'OTAN s'est faite par la Russie. Un bureau de l'OTAN avait été ouvert à Moscou. Donc on était dans une période de coopération avec l'Occident. Fort de ses réussites et contrôlant son image dans les médias, il bénéficie d'un soutien de 80% de la population en 2004. C'est donc naturellement que Vladimir Poutine se présente en mars 2004 à sa propre succession. Cette fois-ci, la victoire est encore plus écrasante. 71,2% des voix. Et Poutine entame bien son deuxième mandat sur le plan économique. Grâce au pétrole, la Russie rembourse en 6 ans une dette vieille de 15 ans. Mais côté social, le président russe est un peu plus chahuté. Plusieurs manifestations d'ampleur éclatent dans le pays pour demander une revalorisation des bas salaires, pour protester contre la réforme des retraites ou encore réclamer une plus grande liberté de la presse. Des contestations auxquelles le pouvoir répond par une approche autoritaire et répressive, en multipliant les arrestations et en durcissant les lois sur les manifestations et contre les partis d'opposition. Une attitude plus belliqueuse que le dirigeant russe adopte aussi à l'international, notamment avec les États-Unis, dont il critique le choix d'envahir l'Irak. Les relations se tendent également avec les pays de l'Union européenne. En cause, le rapprochement de l'Ukraine et de la Géorgie avec les autres pays européens. À la fin de son mandat, comme il l'avait promis, Vladimir Poutine ne se présente pas, car il ne souhaite pas modifier la Constitution qui interdit plus de 2 mandats consécutifs. Il prend la tête du parti Russie Unie et soutient Dmitri Medvedev, élu en mars 2008. Une fois au pouvoir, le nouveau président nomme Vladimir Poutine chef du gouvernement. L'opposition dénonce alors une manœuvre pour maintenir Poutine au pouvoir. Завершили обновление высшей государственной власти. Обновление на основе строгого соблюдения законов и принципов démocratie. Des accusations qui ne semblent pas toucher le chef du gouvernement. Celui-ci préfère plutôt renforcer son image d'homme fort de la Russie. Et pour ça, rien de mieux qu'une petite séance photo torse nu dans les montagnes de Sibérie, chevauchant un cheval ou en train de pêcher. Pendant ce temps, Medvedev fait face à la crise économique, notamment due à une chute du prix du baril de pétrole. Mais ce n'est pas sa seule préoccupation. En août 2008, alors que la Géorgie a lancé une offensive militaire pour reprendre le contrôle de l'Ossétie du Sud, une région séparatiste, la Russie répond en envoyant des troupes et en bombardant une partie de la région. Une offensive considérée par la Géorgie comme une agression et condamnée par de nombreux pays européens. Et les critiques ne fusent pas que de l'extérieur. Avec le libéral Medvedev au pouvoir, la Russie a développé l'accès à Internet.
et de plus en plus de blocs critiques envers le pouvoir émergent. En 2012, Vladimir Poutine se présente pour redevenir président de la République. Sans surprise, il est une nouvelle fois élu au premier tour, avec plus de 63% des suffrages. Mais son retour est marqué par des manifestations massives de l'opposition qui dénoncent des élections truquées. Государство под руководством Владимира Владимировича Путина, когда конституционный гарант Конституции не выполняет своих обязанностей. Граждане России имеют право на свободное выражение своего мнения по Конституции. Une nouvelle fois, le Kremlin y répond en durcissant les lois et en réprimant certaines des manifestations dans la violence. Plusieurs journalistes et écrivains critiques envers le pouvoir sont arrêtés, comme Andrei Pionkovski ou Oleg Sentsov. Mais la contestation continue et des figures d'opposition gagnent de plus en plus en popularité. Un climat de tension s'installe alors peu à peu à mesure que l'opposition se consolide. Mais cela n'effraie pas Poutine. Il a d'autres ambitions. Étendre le territoire russe. En 2014, une grave crise politique éclate en Ukraine. Le Kremlin en profite pour soutenir les indépendantistes en Crimée. En mars 2014, Vladimir Poutine annonce l'annexion de la région, provoquant de vives réactions au sein de la communauté européenne. В сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение. L'année suivante, alors que Poutine s'éloigne de plus en plus de ses anciennes alliances européennes, il consolide ses liens avec le Moyen-Orient. En 2015, il apporte son soutien au dictateur Bachar el-Assad, menant des bombardements en Syrie. Une nouvelle fois, ces agissements sont dénoncés par une large partie de la communauté internationale. Bien que réélu pour un 4e mandat en 2018 avec 77% des voix, Poutine fait face sans doute à la plus grande contestation depuis son arrivée au pouvoir. L'une des principales raisons, une réforme visant à repousser l'âge du départ à la retraite. Et l'opposition contre la politique de Vladimir Poutine continue de grandir au sein du pays. Mais lui a les yeux rivés sur l'Ukraine. Le 24 février 2022, dans une allocution télévisée, Vladimir Poutine annonce le lancement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie dans le but de démilitariser et dénazifier le pays. По проведению специальной военной операции. Les États-Unis, l'OTAN et presque tous les pays de l'Union européenne condamnent cette invasion. Vladimir Poutine est même qualifié de dictateur par les États-Unis et le Royaume-Uni. 2 ans après la guerre, la situation est toujours bloquée pour la Russie. Pour certains observateurs et dirigeants, cette tentative d'invasion éclair qui se transforme en guerre de front sonne déjà comme une défaite. Mais cette vision n'est pas forcément partagée par une partie du peuple russe. Finalement, on ne sait pas trop où est la victoire. Les Russes ne savent pas trop où se situe la victoire de la Russie, parce que la Russie le gouvernement russe n'a pas donné d'objectif, n'a pas donné de stratégie. On a vu que les victoires pouvaient être placées sur des conquêtes de villes, conquêtes de territoires. On a vu que cette victoire pouvait être annoncée comme telle après les référendums des territoires occupés. Donc finalement, la victoire pourrait très bien s'arrêter là, je dirais, du côté, pour le gouvernement russe, il pourrait dire, voilà, aujourd'hui, nous avons les territoires occupés qui sont rattachés à la Russie. Si des négociations se passaient aujourd'hui, cela serait certainement annoncé comme une victoire par la Russie. Contrôle des médias, arrestation d'opposants et lois autoritaires, Poutine a peu à peu renforcé le contrôle sur sa population pour se maintenir au pouvoir. Mais au cours de ses différents mandats, l'opposition s'est elle aussi renforcée. Vladimir Poutine s'est imposé comme un chef de guerre, au risque de perdre le soutien d'une partie de sa population et de renforcer les tensions avec les pays occidentaux. Quel avenir pour Vladimir Poutine et la Russie ? Une chose est sûre, le président ne compte pas lâcher les commandes du pays. En 2021, il a signé une loi qui l'autorise à rester au pouvoir jusqu'en 2036.